Est-ce que pour vous, il y a un phénomène Macron dans ce pays, Gérard Larcher? Je crois qu'il y a en tous les cas une bulle, mais comme les bulles de savon, à un moment, elles éclatent parce que M. Macron, il doit d'abord faire aller mieux l'économie française. C'est sa première tâche. Et il est, quoi qu'il en dise, l'obligé du président de la République. Il n'a pas tiré d'une élection sa légitimité, mais de sa compétence aux côtés du président de la République. Quand j'entends la ministre, je pense à la médecine de Molière, vous savez, je vais mieux, et finalement, est-ce que je vais aller mieux? Ça fait penser aussi au Cabri et au général de Gaulle quand on parlait d'Europe. Non, je pense qu'il y a un islam tout à fait compatible avec les valeurs de la République. On va parler de celui qui vous inquiète. Et moi, je parle aussi de celui avec lequel la République est compatible. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas dans les valeurs de la République. Et là, c'est à la République tout simplement de s'exprimer. La République l'a faite il y a 110 ans, en 1905. Mais est-ce qu'elle a fait preuve de lâcheté, certains élus locaux, particulièrement ces dernières années? Non, mais nous avons tous parfois démissionné. Nous avons tous parfois démissionné devant certaines atteintes, notamment à l'égalité homme-femme. Et vous craignez effectivement que des islamistes prennent le pouvoir local S'ils sont élus par la voie de la démocratie dans un certain nombre de territoires, eh bien il faudra que la République réaffirme qu'on ne transige pas avec les valeurs de la République. Ça, c'est un message qui dépasse les clivages gauche-droite. Et quand j'entends M. Fillon dire qu'il veut casser la baraque en question, c'est notre modèle social. Moi, je vais vous reparler de l'état de la baraque. Faisons l'inventaire. Plus de 10% de chômeurs, 25% de jeunes au chômage. C'est ça l'état de la baraque. Oui, mais... Si elle va si bien, la baraque, c'est vrai qu'il ne faut pas la casser. Ce que dit M. Le Guen, c'est qu'elle est déjà très abîmée. 2100 milliards de dettes au 30 juin prochain. Alors c'est sûr, gardons la baraque. Ce qu'on propose, c'est vraiment un changement. Je le disais tout à l'heure, en répondant aux questions de votre confrère. Je disais tout à l'heure, il faut vraiment changer de logiciel. Il faut retrouver le chemin vers le plein emploi, vers la croissance. Nous avons une croissance en berne dans notre pays. Et il ne suffira pas, même si je m'en réjouis, de commandes de sous-marins ou de rafales. Et il faut retrouver ce chemin de la croissance. Et la baraque, au fond, elle est en train de s'effondrer sur la France. Il faut plutôt construire une nouvelle maison. Dans les divers camps, il y a toujours des échanges d'amabilité. Chez Alain Juppé, on commence à entendre qu'en fait, le programme de François Fillon, c'est celui d'un outsider. C'est-à-dire qu'il est tellement radical qu'en fait, il serait irréalisable et qu'il y a des mesures qui sont proposées. Par exemple, il veut supprimer, vous me dites si je m'égare, 600 000 fonctionnaires en 5 ans. C'est-à-dire ne pas embaucher un seul fonctionnaire en 5 ans. Et on nous dit à nous journalistes qu'en fait, c'est pas un programme réaliste, c'est pas un programme de quelqu'un qui veut gouverner en tous les cas, en mai 2017. C'est un projet construit depuis bien longtemps et avant même que les sondages ne le mesurent. C'est un projet qui peut encore être à débattre. Moi, par exemple, je suis sur certains aspects un peu moins libéral que François Fillon. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que je contribue à apporter un certain nombre d'éléments d'équilibre avec d'autres. Vous ne nous dites pas s'il y aura un congrès ou pas. Mais c'est pas moi, c'est le président de la République. Alors, est-ce que le président de la République peut faire un ersatz de réforme constitutionnelle? Vous vous souvenez, le sujet avait été évoqué. Est-ce que ça mérite de convoquer le Congrès aujourd'hui? Je ne suis pas certain que ça le mérite aujourd'hui, puisque la pratique n'est pas en distorsion. Moi, si ça vient au Congrès, je le voterai à titre personnel. Donc les choses sont claires. Je le voterai à titre personnel. Donc vous rejetez tout procès d'intention du ministre de la Justice? Je ne rejette pas de procès d'intention, je vous donne mon vote. Je dis que le ministre de la Justice a évolué, mais je considère qu'il appartient au président de la République de décider ou non s'il convoque le Congrès. Je considère, moi... C'est votre avis? Je considère que la réunion du Congrès n'est pas opportune aujourd'hui. C'est votre avis personnel. En tout cas, vous nous avez donné votre vote. Les députés ont voté contre. Ça veut dire que là, il y a un flou. Et quand il y a un flou, il y a un loup entre les députés et les sénateurs? Non, il n'y a pas un flou. Il y a eu un vote en 2013 par un groupe UMP à l'époque auquel j'appartenais. Je ne change pas mon vote. Je dis que la réunion du Congrès ne me paraît pas opportune. Si le président de la République, mais c'est à lui qu'il appartient de décider s'il réunit ou non le Congrès, mon vote, vous le connaissez. D'accord, c'est assez clair. Qu'est-ce que vous répondez à l'accusation du ministre qui dit que la droite... Oui, caporaliser la justice et ils veulent des procureurs... Tout ça, c'est des mots.
excessif. Ça rappelle un peu ce que faisait Nicolas Sarkozy. Non, c'est des mots excessifs. Enfin, voyons. Rappelons-nous quel était le projet de Madame Taubira. C'était le corporatisme du Conseil supérieur de la magistrature, puisqu'il s'agissait de donner la majorité aux magistrats. Mais la gauche a beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy certains dérapages. Parlons du texte, parlons pas de Nicolas Sarkozy, je vous parle du texte. Il y a eu une réunion cet après-midi à Matignon autour du terrorisme. Il y a certainement eu des évocations autour de l'état d'urgence. Est-ce que vous savez quand aura lieu le vote sur l'extension de l'état d'urgence au Sénat? Le 10 mai, a priori, nous aurons la prorogation de l'état d'urgence et personnellement, je soutiens cette prorogation du fait de l'euro et le Tour de France aussi. Et du Tour de France. Mais l'état d'urgence ne saurait être un état permanent. Et en même temps, je me questionne. Est-ce qu'on est en état d'urgence et qu'on laisse l'Odéon être pris de force et occupé? Est-ce qu'on est en état d'urgence et qu'on laisse ici ou là, je ne parle pas de manifestations légitimes, syndicales, organisées, les nuits debout continuer leur violence. Il ne peut pas y avoir deux régimes de l'état d'urgence. L'état d'urgence est un état exceptionnel, dans lequel il nous faut garantir aussi la préservation des droits. Et vous savez que le Sénat y est extrêmement attentif. Mais on ne peut pas réclamer d'un côté l'état d'urgence et laisser de l'autre côté la chienlit. Ça veut dire donc que le gouvernement aujourd'hui n'agit pas en fonction par rapport à l'état d'urgence qui est actuel? Allez à 100 mètres du Sénat, vous verrez si c'est l'état d'urgence. C'est le cirque. C'est pas l'état d'urgence. Certains, comme je répète encore, Nicolas Sarkozy avait parlé de chienlit à l'époque. Vous reprendrez ce mot? C'est un mot du général de Gaulle, je viens de le reprendre. Et vous estimez que vraiment c'est à l'échelle du pays que cette chienlit s'est installée, ou c'est simplement à la République à Paris? Non, je dis pas que c'est à l'échelle du pays. Et à je prends cet exemple. Oui. On est à 100 mètres du Sénat et regardez ce qui se passe. Est-ce que c'est appliquer l'état d'urgence? Donc vous demandez des gestes fermes du ministre de l'Intérieur? Parce que les Français sont égaux face à l'état d'urgence. Interdire ce genre de manifestations, M. Larcher? Pardon? Interdire ces manifestations comme celle de Nuit debout, par exemple, il faudrait les évacuer et interdire? On ne peut pas continuer à tolérer. Derrière chaque Nuit debout, il y a des violences. Et vous n'avez pas aussi quand même cette impression qu'on ne sait pas sortir de cet état d'urgence aujourd'hui? Nous sommes dans une situation exceptionnelle. La menace est très élevée. Et dans la situation dans laquelle je suis, je sais que la menace est élevée, que ce n'est pas des propos qui seraient des propos circonstanciels. Et face à cette menace élevée, il n'empêche qu'il va falloir un moment sortir de l'état d'urgence, organiser le pays pour faire face de manière permanente aux risques et en même temps retrouver l'état de droit dans sa plénitude. Parce que l'état d'urgence suspend une partie, quand même, des libertés. Comment fait-on pour sortir de cet état d'urgence? C'est une question d'organisation et c'est ce que conduit actuellement le ministre de l'Intérieur. Il nous tient informés. C'est d'ailleurs ce que fait le Premier ministre. C'était Jean-Claude Gaudin qui cet après-midi me représentait à cette réunion. Moi-même, je suis avec beaucoup d'attention et je recevrai dans 48 heures d'ailleurs des membres éminents en charge du suivi de cette état. Mais vous parlez de sur cette réunion, vous voulez pas en dire plus? Non, parce que, excusez-moi, l'important c'est l'efficacité de la sécurité. Vous évoquez la sortie de l'état d'urgence, pourtant la menace terroriste, elle est toujours la même, elle n'a pas changé. Oui, mais vous ne pouvez pas rester en permanence en état d'urgence, il faut qu'à un moment, le pays s'organise pour s'installer face à une donne de risque qui est différente. D'accord. Tout cela ne vous donne pas des regrets quand on voit l'échec de la réforme constitutionnelle où on devait inscrire l'état d'urgence dans la Constitution? Ça aurait pu être une façon aussi de sortir dignement de cet état d'urgence et qu'il y a un cadre. Non, il y a un cadre, la loi de 55. Donc le cadre, il existe. Fallait-il constitutionnaliser? La réponse, le Sénat l'a donnée clairement. Le gouvernement s'est pris les pieds dans l'affaire de la déchéance de nationalité. Et dans la patrie. C'est au gouvernement d'assumer son incapacité d'avoir pu conduire avec sa majorité les engagements du président de la République à Versailles. Chacun se renvoie à la balle. Est-ce qu'il vous en tient rigueur? Non. Le pouvoir exécutif aujourd'hui. Qui a envoyé la balle? Pardonnez-moi. C'est le président de la République. Oui. Bon, et vous en renvoyez la balle, Manuel Valls, si vous dit vous jouez à 2017, il n'y a que ça qui vous intéresse. Non, pas du tout. J'ai simplement dit que le Sénat avait une ligne rouge qui n'y aurait pas d'apatride. Oui. C'est quand même pas un scandale de dire à un homme de gauche, qui depuis les valeurs de gauche qui depuis 1922 se battent contre l'apatridie, de leur rappeler quand même que c'est un combat qui mérite quelques
quelques respects. Alors l'accusation, effectivement, hein, qu'elle est venue de la gauche, on vous a accusé de jouer en fait 2017, l'alternance, et vous, personnellement, c'est le sénateur PS Luc Carvounas qui vous accuse de manquer d'impartialité, Gérard Larcher, lors des questions d'actualité. On l'écoute et vous allez pouvoir lui répondre. D'ailleurs, Gérard Larcher, hier, était extrêmement virulent à couper le micro de tout le monde. Donc, c'est pas non plus ma conception de l'animation de l'hémicycle. Gérard Larcher coupe plus vite le micro quand il s'agit d'un orateur de gauche que de droite. Et il est beaucoup plus cool sur le timing et le chrono quand il s'agit d'un orateur de droite que de gauche. Il suffit de regarder ce qui se passe. Votre réponse? Totalement faux. J'ai fait une petite statistique que j'ai rapportée il y a 3 semaines en conférence des présidents. La différence entre socialistes et républicains, c'est 52 centièmes de seconde pendant 3 mois. Vous vous rendez compte, M. Carvounas, c'est sensible, c'est un sprinter. Et même les communistes ont dépassé de 8 secondes 16. Les écologistes de 7 secondes. Vous vous rendez compte? Non, M. Carvounas, il faut qu'il reprenne son chronomètre. Gérard Larcher, pour rester un petit peu sur ces questions d'actualité, d'un mot sur les réformes qui ont été amenées au Sénat, il y a eu ce droit de réplique qui est arrivé. Est-ce que ça a changé fondamentalement la donne des questions d'actualité au Sénat? Je pense qu'il y a 2 choses. C'est que chaque semaine, nous nous retrouvons pour des questions d'actualité au gouvernement et que donc il commence quelque part à y avoir un rendez-vous avec une partie du pays autour des questions d'actualité au Sénat, que ce soit le mardi et la semaine suivante, le jeudi. C'est aussi, je crois, le sentiment que le Sénat est au travail, et on le voit dans l'application tout simplement des règles de fonctionnement qui sont maintenant rentrées dans tous les esprits, avec une valorisation du travail du Sénat. Je le sens dans le pays. Et c'est partagé. Et d'ailleurs, nous voyons bien, d'ailleurs ça bénéficie à Public Sénat, que nous avons des audiences qui montent. Nous avons plus de 320 mails abonnés à Twitter. Notre site est incroyablement fréquenté. Tout ceci nous amène dans une meilleure rencontre avec le pays. Et je dois dire que les sénateurs, majorité comme opposition, ont cette rencontre plus forte, me semble-t-il, avec le pays. C'est dans tous les cas ce que je ressens très fortement, y compris par rapport à la masse d'échanges que je peux avoir avec nos compatriotes. Monsieur le Président, il y a 2 cas de déclarations mensongères devant des commissions du Sénat. Ce sont 2 cas bien distincts, on va bien faire la distinction. Celui de Michel Aubier, qui est un célèbre pneumologue au sujet de l'impact du diesel sur la santé. Celui de Frédéric Oudéa, ancien président, en tout cas à l'époque de la Société Générale, pour une affaire de paradis fiscaux. Le Sénat a-t-il été bafoué? En tous les cas, que la procédure soit engagée, c'est légitime. C'est légitime parce que venir devant une commission d'enquête et s'exprimer sous serment, c'est quelque chose de sérieux. C'est même quelque chose de symbolique. Et que donc, quand on est pris en faute, les anciens... Je ne qualifie pas la faute, nous verrons une fois la procédure se déroulant. Le bureau du Sénat va donc examiner, à la suite d'une nouvelle audition qu'a fait l'ancien président, M. Husson, l'ancien rapporteur d'Amaïchi, du professeur Aubier, Claude Berry-Debar rapportera devant le bureau. Mais qu'est-ce qu'il peut risquer, Monsieur le Président? Je ne sais pas ce qu'il peut risquer, c'est tout simplement que le bureau décide ou non de transmettre au procureur de la République. Carrément, au procureur. Et concernant le président de la Société Générale? Alors, on est sur un sujet assez comparable. Qui a été rattrapé, je le rappelle brièvement, par les révélations de Panama Papers sur les paradis fiscaux. Oui, en tous les Pour cas, résumer. La commission des finances, je l'ai rappelé cet après-midi. La commission des finances, c'est dans son rôle quand elle procède à un contrôle et qu'elle va procéder à un contrôle. En même temps, l'ancien président de la commission d'enquête, M. Dominati, a souhaité entendre M. Oudéa, et ensuite, ils ont la capacité de saisir le bureau qui examinera, suivant la même procédure, au mois de mai, et quelles sont les conséquences pour M. Oudéa. Alors le communiste Alain Bocquet, lui, demande la saisie du bureau immédiatement, la saisie, avec des sanctions peut-être. Allez, on va l'écouter, Alain Bocquet. Oui, mais je lui ai répondu, j'espère que vous entendrez ma réponse. Absolument.
J'ai appris par la bouche de M. Larcher, le président du Sénat, que M. Oudéa serait auditionné le 11 mai prochain, ce qui est une bonne chose. Maintenant, créons les conditions pour que cette audition débouche sur la vérité. Parce que moi, j'ai simplement mis en regard les déclarations de M. Oudéa faites sous serment le 17 avril 2012 et les révélations faites par les Panama Papers. Il y a un hiatus entre les deux, à l'évidence. Sera-t-il sous serment? Parce que c'est important. C'est-à-dire qu'il a menti sous serment. Il aurait menti sous serment. Sera-t-il? Non, il ne sera pas sous serment. Puisque c'est une procédure de la commission d'enquête. Mais la présidente de la commission et, je ne doute pas, M. Dominati et M. Bocquet me feront part de leurs sentiments et je le soumettrai ensuite pour instruction au bureau. C'est une procédure. Oui. D'ailleurs, M. Bocquet vient de reconnaître qu'il ne fallait pas faire dans l'immédiat, mais se donner les délais nécessaires. Vous savez, on est sur des matières qui nécessitent à la fois la vérité, la solidité, et on n'est pas sous la pulsion. Par contre, il est de mon devoir de faire que devant une commission d'enquête du Sénat, quand on parle sous serment, on dise la vérité et rien que la vérité. Comment vous l'avez vécu, tout cela, à titre peut-être personnel, vous qui êtes habité par le Sénat? Je pense que c'est le Sénat qui joue parfaitement son rôle. Vous voyez, on ne considère pas que les affaires passent comme ça, que ce soit sur l'affaire de la santé publique ou l'affaire de l'éthique financière. Le Sénat est dans son rôle et dans sa fonction de contrôle. Je dis toujours que le Sénat a une responsabilité particulière dans le contrôle. Et vous voyez que le contrôle, nous l'appliquons. Alors qu'avez-vous à dire aux accusations d'une association qui s'appelle Démocratie Directe, qui accuse députés et sénateurs, et même vous-même, d'avoir touché ce qu'on pourrait appeler des suppléments de rémunération, d'indemnités supplémentaires? D'abord, je dis attention, hein. Attention, tout ça relève, ça devrait être ma conclusion, d'un anti-parlementarisme qu'on cultive. Et je dis aussi attention aux journalistes, je le dis avec respect, mais de répondre ce genre de choses sans avoir vérifié au préalable. D'ailleurs, je n'ai reçu que 2 jours après la lettre de M. Le Breton. Une méthode... Président de cette association. Oui. Et ensuite, j'ai pu lui répondre une base légale, 1947. Une base légale parce que Code général de la sécurité, Code de la sécurité sociale, CG, contrôle de la Cour des comptes. Et comparaison avec d'autres parlements, je pense à l'Allemagne ou le Royaume-Uni, ce sont des choses comparables. J'ai fait la réponse à M. Le Breton. J'ai vu qu'il s'empressait moins d'être sur les ondes pour expliquer la réponse que je lui avais faite. M. Barthelone, je crois qu'il faut simplement faire attention. Attention à l'antiparlementarisme. Dans ces temps de crise, c'est facile. Mais c'est dangereux pour la démocratie. Et quand les candidats de droite, tous, demandent moins de parlementaires, est-ce que ça ne participe pas aussi un peu de cela ? On parle de réforme des institutions. Oui. Et je ne dis pas que la procédure parlementaire ne doive pas être réformée. J'ai moi-même, dans la réforme du Sénat, proposé, et ça fait partie d'ailleurs des propositions que je viens d'envoyer au président de groupe à la suite du travail de M. Carucci et d'Alain Richard, est-ce qu'on ne me donne pas un temps de commission et un temps de séance un peu différent ?